recevabilité. Prochain intervenant, je reconnais Monsieur le député de Masson. Merci, Monsieur le Président. À mon tour d'intervenir aujourd'hui sur le budget du ministre des Finances 2025-2026. Un moment important pour moi, Monsieur le Président, parce que ça nous permet de rappeler à quel point que présentement, notre Québec, on traverse une période quand même difficile, ce qu'on pourrait dire des turbulences économiques sans précédent. Là, on fait face à des défis majeurs, on le sait, on a besoin d'une attention immédiate. Puis ça, là, le budget 2025-2026, il s'élève à 130,6 milliards, puis c'est une hausse de 2 par rapport à 2024-2025. Puis les choix budgétaires qu'il liste, c'est quand même deux grandes priorités que je peux faire en résumé, Monsieur le Président. Premièrement, c'est la volonté de notre gouvernement de préserver les services aux Québécois, mais c'est aussi notre volonté de protéger notre économie face à la menace tarifaire. Je vais faire un petit mot là-dessus parce qu'en effet, les tarifs qui ont été mis en place par nos voisins du Sud, puis ceux qui sont prévus dès le 2 avril prochain, ils font mal. Ils vont faire mal à notre économie et à nos emplois. On a déjà mis en place une réponse graduelle, une réponse qui est mesurée et qui est ciblée aux droits des douanes américains. Puis ça, il faut le savoir, là, on le sait, c'est des pénalités qui varient déjà entre 10 à 25 pour les entreprises situées aux États-Unis qui soumissionnent sur des appels d'offres gouvernementaux. C'est aussi des exigences de produits, de services ou de travaux de construction québécois. Puis c'est la mise en place de marchés réservés aux petites entreprises du Québec. Puis là, on ne va pas seulement pénaliser les Américains, on va aider les Québécois. Puis c'est le temps de serrer les coudes. C'est un appel vraiment, Monsieur le Président, de favoriser l'achat local puis d'être solidaire. Puis pour ça, on fait une aide aux entreprises avec 5,4 milliards qui vont être investis pour stimuler la création de richesses puis solidifier la position concurrentielle de nos entreprises. En plus de mettre en place un nouveau régime fiscal d'aide à l'innovation simplifié, on va aussi réduire ce qu'on appelle communément en bon français là, la paperasse. Donc, on va rapidement mettre de l'avant deux programmes de soutien aux entreprises pour protéger notre économie, diminuer la dépendance aux États-Unis puis augmenter la productivité. Permettez-moi de parler un peu du programme Frontières qui vise à offrir une aide financière rapide aux entreprises aux prises avec des besoins de liquidité, ainsi que du programme ESSOR qui vise l'amélioration de la productivité des entreprises en offrant des aides financières flexibles et avantageuses en soutien à leurs projets d'investissement. Comme vous savez, Monsieur le Président, les entreprises exportatrices sont essentielles à notre économie du Québec. Et notre gouvernement, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'on s'engage à les soutenir. Alors, si on regarde un peu les statistiques, en 2023, nos exportations internationales puis interprovinciales de nos biens puis de nos services, ça représentait 29 puis 18 du PIB du Québec. Sans compter les États-Unis, on a des nombreux accords de libre-échange du Canada qui donnent au Québec un accès privilégié à plus de 1 milliard de consommateurs répartis dans 50 autres pays. Alors, afin de favoriser notre diversification des marchés, notre gouvernement annonce dans l'actuel budget 195,8 millions sur 5 ans pour poursuivre la stratégie maritime, favoriser la concrétisation de projets d'exportation puis défendre les intérêts du Québec. Puis là, j'en profite ici, Monsieur le Président, pour souligner les 60 ans d'existence de la politique internationale du Québec, une politique qui a été adoptée, ce qu'on appelle aussi la doctrine Gérin-Lajoie, le 12 avril 1965. Donc, ça va faire maintenant 60 ans qu'on a cette politique-là. On devrait avoir la révision de la politique internationale cette année. Je m'attends à voir de belles nouveautés dans cette politique-là qui va faire en sorte que le Québec va pouvoir continuer de rayonner à l'international. Et c'est ce qui compte, Monsieur le Président. Mais il n'y a pas juste ça, il y a aussi nos infrastructures. Plusieurs collègues nous en ont parlé tout à l'heure. Et je suis persuadé que vous allez avoir plusieurs autres collègues qui vont nous mentionner à quel point que dans nos infrastructures, quand on investit, c'est important, ça a un impact direct sur notre économie, c'est éprouvé. C'est des projets qui, en plus de répondre aux besoins de nos communautés en santé, en éducation, en transport, ça contribue aussi à un développement économique plus équilibré à travers la province. Puis ça soutient l'économie régionale, ça crée des emplois, ça réduit les disparités régionales, comme on peut dire. Puis les infrastructures modernes et efficaces, ils rendent le Québec plus attrayant pour les investisseurs, ça renforce notre compétitivité économique à long terme. Puis là, vous allez dire, oui, c'est un montant encore historique. Le PQI croît de 11 milliards. Il est passé de 153 milliards à 164 milliards. Donc ça, c'est une hausse quand même importante. Depuis 2018, dans le fond, ça représente 63,6 milliards d'augmentation depuis 2018. Donc le PQI a atteint des nouveaux sommets. Pourquoi? Parce que, premièrement, plusieurs autres gouvernements avant nous ont fait un déficit du maintien des actifs
C'est comme ça qu'on aime l'appeler, Monsieur le Président. Donc, pour le maintien de nos infrastructures dans l'actuel PQI, on a 96,7 milliards. Puis ça inclut quoi? Ça inclut la rénovation des écoles, des établissements d'enseignement supérieur, nos centres hospitaliers, nos CHSLD. C'est des infrastructures routières qu'on doit maintenir. Fait que ça va permettre de maintenir puis de renouveler nos équipements qu'on peut dire qui sont désuets, pour lesquels nos Québécois y sont attachés. On a aussi 52,4 milliards pour le développement des infrastructures prioritaires. Ça veut dire que c'est des nouvelles écoles, c'est des maisons des aînés, c'est des logements sociaux, c'est du transport collectif. Donc, c'est plusieurs priorités qu'on voit dans le PQI, mais plus concrètement, dans Masson, dans la belle région, la MRC-Les-Moulins, à Mascouche et à Terrebonne, mais que je salue mes constituants d'abord, on a fait justement la semaine dernière une excellente annonce avec notre ministre de l'Habitation pour un 11e projet de Mission Unité Née. C'est quoi ça, Mission Unité Née? À la base, c'était 10 projets de 100 logements avec une enveloppe budgétaire. Mais ça a tellement bien été, cette expérience-là, Monsieur le Président, qu'à l'intérieur de la même enveloppe budgétaire, on a été capable de créer un 11e projet, puis c'est ce qu'on a fait l'annonce la semaine dernière, donc qui devrait voir le jour, là. C'est quand même assez rapide, c'est à peu près 15 mois pour voir la réalisation à partir de la pelletée de terre. Fait que en 2027, en 2026, on devrait le voir, la pelletée de terre là, pour ce projet-là. Alors, dites-vous aussi qu'en plus de ça, je pourrais vous dire là, plein de choses sur le logement abordable et social, mais quand même, c'est des loyers qui sont très bas. Ça correspond à 30 du revenu pour des personnes bénéficiant d'un supplément de revenu garanti. Donc, ce que ça veut dire, c'est 650 $ pour une chambre, puis 1 000 $ pour 2 chambres. Bref, il y a plein de statistiques sur ce côté-là, mais je suis persuadé que vous allez pouvoir le regarder à travers le programme. Mais permettez-moi de passer maintenant plutôt au mode de transport, parce qu'on a aussi eu, Madame la vice-première ministre, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, qui est venue faire une annonce à Repentigny dernièrement sur le projet structurant de l'Est, qui va être le premier projet qui va être confié à Mobilité Infra-Québec dès sa mise en pied. En attendant, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a confié à l'ARTM pour justement qu'on puisse progresser rapidement dans ce projet-là. Puis rappelons que Mobilité Infra-Québec a été créé avec le projet de loi 61. Et puis, ça va permettre de faire des économies substantielles. Moi, je suis fier que le projet structurant de l'Est soit le premier projet consacré à cette agence. Il y a un arrêt qui va être prévu à Terrebonne, dans le secteur de Lachenay, ainsi qu'à Repentigny. Donc, c'est tout l'Est de Montréal, ainsi que la Naudière, le sud de la Naudière, qui va pouvoir en profiter. Sinon, je vous dirais que dans le transport collectif, c'est quand même un secteur qui est en développement, autant même que celui du réseau routier. On prévoit des investissements plus importants en bonification du parc du secteur du transport collectif que ceux du secteur du réseau routier. Donc, c'est 11,5 milliards pour le transport collectif versus 5,6 milliards pour le transport routier. Je voulais le mentionner, Monsieur le Président. En ce qui concerne l'éducation, c'est sûr que nous autres, on veut soutenir le projet du quartier universitaire à Terrebonne. La ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, elle a justement fait l'annonce l'année dernière d'une attribution d'un financement de 550 000 $ à l'UQTR pour la mise sur pied d'un bureau de projet. Donc ça, c'est un projet qui continue d'avancer. On collabore grandement, mais ce quartier universitaire-là, au coin de la 4640, serait vraiment important pour tous les citoyens de la Naudière parce qu'il n'y a pas de pôle universitaire en tant que tel dans la Naudière, mais c'est aussi important pour tous les citoyens avoisinants. Donc, je peux vous dire qu'on a hâte de pouvoir voir ce projet-là avancer, mais ça serait à terme plus de 1 000 étudiants qui pourraient s'y retrouver dans ce qu'on appelle le quartier universitaire de Terrebonne. Au niveau des familles, c'est sûr qu'on a aussi eu des centres de la petite enfance. Nous autres, on a un CPE en construction présentement. On est très proche des familles, puis on soutient que c'est un projet qui est attendu depuis longtemps. C'est un investissement concret. On parle de 80 places dans le nouveau centre-parc de Mascouche. Donc, on est content de cette concrétisation-là et on a hâte à l'inauguration qui devrait arriver prochainement. Un autre projet qui avance rondement aussi, puis on le voit, tous ceux qui passent à côté de l'hôpital Pierre-Legardeur, les travaux sont en cours. C'est 246 lits à terme de plus qui va s'ajouter, un investissement de 549 millions. On a déjà fait la livraison du stationnement multi-étages. Ça avance bien au niveau des travaux. On a hâte de voir cette ouverture-là. Ça devrait être prévu à l'automne 2027. C'est des longs travaux, ça se rapporte sur plusieurs années. Mais dites-vous que c'est tous des projets qu'on retrouve au PQI pour lesquels il y a une progression réelle et concrète sur le terrain pour lesquels c'est du tangible, Monsieur le Président.
Sinon, on a aussi eu une maison des aînés. C'est 48 places. La maison est en opération. Les citoyens, les résidents qui y sont, ainsi que le personnel qui travaille à la maison des aînés, je vous dirais que c'est incomparable. Pour l'avoir visité, je suis persuadé que tous ceux qui rentrent dans une maison des aînés, que ce soit des proches, les familles ou même ceux qui y travaillent, ils voient la différence. Vraiment, on sent chez nous lorsqu'on est dans une maison des aînés. On a aussi eu dernièrement l'inauguration d'une école, l'école des Sommets à Mascouche, qui est 728 nouveaux élèves pour le primaire, l'agrandissement d'une école secondaire aussi, l'école du Coteau, 600 nouveaux étudiants qui peuvent étudier et être à proximité de la maison, ainsi que notre centre de formation professionnelle qui s'est agrandi. Donc, c'est plusieurs investissements qu'on a vus dans le PQI pour lesquels on a traversé, mais je vous dirais que l'investissement dans les services aussi, c'est important. Je vous dirais qu'en plus des infrastructures, ce n'est pas juste du béton puis de l'acier, il faut aussi faire des services directs à la population. C'est sûr que les partis d'opposition, ils aiment ça dire qu'il y a de l'austérité puis nous accuser des coupures dans les services. Mais moi, je pense que, M. le Président, les chiffres, ça ne ment pas. Alors, le gouvernement il a investi des sommes importantes depuis notre arrivée au pouvoir en 2018 pour bonifier les services à la population puis mettre en œuvre ces nouvelles initiatives, notamment dans les domaines de santé, de services sociaux, d'éducation et d'enseignement supérieur. Puis, en raison de l'élargissement des services à la population, les dépenses du portefeuille du gouvernement du Québec sont passées, eux, de 98,2 milliards à 153,4 milliards de 2018 à 2025. C'est une croissance de plus de 55,2 milliards. Juste en santé, si on regarde, il y en a qui disent « il y a pas de... on manque de services, il manque d'argent pour la santé, la croissance des dépenses en santé n'est pas au rendez-vous. » Mais moi, je ne suis pas de cet avis-là, M. le Président, parce que justement, on a augmenté les dépenses des programmes de santé et de services sociaux de 55 %, soit une moyenne annuelle de 7,3 en 2018 à 2024-2025. Les gouvernements précédents, si on fait la comparaison de 2014 à 2018, la croissance annuelle était de 3,1. Donc, si vous avez compris un peu, depuis 2018, c'est 7,3, alors qu'avant ça, c'était 3,1 % de croissance. C'est des investissements concrets qui permettent de financer des traitements pharmaceutiques dans les hôpitaux. Ça permet de répondre aux besoins croissants en protection de la jeunesse. Ça permet de pérenniser le financement à l'harmonisation des CHSLD publics. Ça permet de rehausser aussi le soutien à l'hébergement, de former plus de médecins, de rehausser le financement des organismes communautaires. Puis justement, si on parle des organismes communautaires, parce que tout le monde a des organismes communautaires qui rendent des services directs à leur population, mais moi, je vous dirais que depuis 2018, le financement des organismes communautaire a presque doublé. C'était 1,1 milliard, là, c'est rendu 2,2 milliards. Si on va à la page C44 du budget, dont j'ai fait un agrandissement ici, on peut voir qu'on est passé là, de 1,1 à 2,2 milliards. Donc, je vous dirais que c'est quand même un tableau qui parle de lui-même, M. le Président. Donc, on a pratiquement doublé le financement des organismes communautaires, puis on s'assure qu'ils ont les moyens de répondre efficacement aux besoins de nos concitoyens qui traversent des moments les plus difficiles.